bienvenue au premier café politique de la CCDA, donc la Convergence pour le changement démocratique en Algérie. Je me présente, donc c'est Karima Aymennes. Je suis membre justement de la CCDA. Comme vous le savez tous, donc depuis le 22 février, le peuple algérien s'est levé d'une seule voix pour brandir le carton rouge au système en place. Il a avancé d'un pas résolu, comme dans une course d'obstacles. Devant lui, il avait plusieurs obstacles, justement. Donc, entre autres, ça a été le 5e mandat, ça a été le 4e mandat bis, ça a été les 4P, les 3P, puis tout dernièrement, il a eu devant lui les fameuses élections du 12 décembre que le pouvoir ou le système souhaite utiliser pour se régénérer. Donc, dans cette course d'obstacles, le peuple algérien a comme objectif final de se libérer du joug du pouvoir militaire et surtout de mettre en place une vraie démocratie, d'instaurer une vraie démocratie. La diaspora algérienne à l'étranger n'était pas en reste. Donc, durant ces 39 semaines, la diaspora n'est pas restée silencieuse, elle a battu le pavé elle aussi, de semaine en semaine, avec constance, avec détermination partout dans le monde. C'est donc dans ce contexte que des Algériens, comme vous et moi, qui se sont regroupés ils se sont regroupés pour essayer de contribuer par tous les moyens légaux pour renforcer les revendications du peuple algérien et surtout encourager le débat démocratique. Ce sont des Algériens sans aucune affiliation partisane et ils ont voulu être un vecteur de changement, œuvrant dans un esprit de concertation et d'échange. Donc, toujours dans cet esprit d'enrichissement du débat démocratique, la CCDA lance aujourd'hui, puis grâce à vous justement, grâce à votre présence, lance aujourd'hui son premier café politique. Ce café politique, ou cette série de cafés politiques, commence aujourd'hui en utilisant ou en profitant de la commémoration des événements ou des massacres du 17 octobre 61. Donc, comme vous le savez, le 17 octobre 1961, plusieurs Algériens en France ont subi un grand massacre. Ils sont sortis pour la première fois dans une manifestation pacifique suite justement à l'instauration du couvre-feu le 6 octobre 61, que eux, ils ont jugé discriminatoire. Donc, à un moment donné, des Algériens en France ont décidé de manifester pacifiquement. Ce qui nous amène justement aujourd'hui à aborder le sujet du rôle de la diaspora que nous sommes dans la révolution du sourire. Puis nous essaierons d'échanger sous forme de débat très ouvert entre nous, et puis nous essaierons de récolter justement l'avis de nos deux invités ce soir et de profiter de leur expérience dans le domaine ou en la matière. Donc justement, le thème qu'on va aborder ce soir, ça va être la diaspora algérienne entre soutien de la révolution et la solidarité internationale. Donc, avant de commencer, j'aimerais remercier nos deux invités, Monsieur Ali Haouchin et Monsieur Sofiane Chouetal. J'aimerais pouvoir prendre quelques instants pour les présenter. Donc, Monsieur Ali Haouchin vit au Canada depuis 1973. Il a fait ses études en sciences politiques à l'Université Laval, à McGill, puis à l'Université de Montréal. Il a participé à de nombreux travaux académiques et conférences, tant au Canada, aux États-Unis, en Suisse et au Qatar. Il rentre en politique active en 2002, en rejoignant le PLQ, donc le Parti libéral du Québec, c'est bien ça. Puis ensuite, il intègre dès 2004 le bureau de comté du ministre canadien des Affaires étrangères, Pierre Petitgrou, dans Papineau. En 2005, il intègre le cabinet des vice-premières ministres et ministres de l'Éducation, du loisir et des sports, donc mesdames Michèle Courchaine et Lynn Beauchamp. Entre autres, il joue le rôle de négociateur dans l'épineux dossier des écoles juives.
Membre de la Commission politique nationale du PLQ de 2002 à 2012, il fit partie de l'équipe restreinte qui a procédé à la rédaction de la plateforme électorale de 2002 qui a permis l'élection du PLQ de M. Jean Charest à 3 mandats successifs. Monsieur Houchin est en retraite depuis 2012, mais il ne se tourne pas les pouces, donc il nous écrit 2 beaux livres qu'on a hâte d'ailleurs de lire. Donc, la formation de l'État algérien, les facteurs à l'origine de ces processus de fondement, et l'Algérien au miroir du renouvellement, du vouloir vivre ensemble, récepteur d'un imaginaire, acteur d'une histoire, citoyen d'un pays. On a hâte de les lire. Notre deuxième invité, M. Sofiane Le Chouital, donc, est avocat, défenseur des droits de l'homme, donc avocat des droits humains en Algérie. Il a participé pendant 18 ans dans la défense des familles des disparus. M. Chouital est formateur auprès du Centre international de la justice transitionnelle. C'est bien ça. Ancien délégué d'Amnesty International comme observateur judiciaire dans les procès politiques en Tunisie à l'époque de Ben Ali. Et ancien chargé de mission auprès de la Fédération internationale des droits de l'homme dans des pays arabes. Donc, bonsoir messieurs et bienvenue. Merci. Donc, pour aborder, juste pour expliquer un petit peu comment va se dérouler le café politique se veut non pas une sorte de conférence, mais se veut plus un débat, un échange. Donc, je vais juste profiter, peut-être diriger un peu nos invités, leur poser quelques questions, puis juste après, on vous invitera, vous, à participer, à échanger, à poser vos questions. Ça se veut vraiment une plateforme d'échange, hein. Ce n'est pas une conférence, c'est la formule. La formule, c'est une plateforme d'échange. Donc, je vais commencer. Et ma première question, en fait, mes questions, je vais vous les poser à tous les deux. Puis, j'aimerais entendre vos 2 avis concernant chacune des questions. Alors, la première, c'est, dans le contexte actuel du Hirak, comment voyez-vous l'action de la diaspora? Quel est l'objectif poursuivi par elle à travers toutes ces manifestations, marches, etc., dans différentes villes du monde? Donc, le premier qui a la réponse. Le rôle de la diaspora, c'est le rôle du citoyen. Qu'il soit dans la diaspora ou en Algérie, pour moi, il n'y a pas de différence. Nous sommes ici probablement des néo-québécois, mais le sang qui coule dans nos veines, c'est le sang algérien, et donc on est concerné par ce qui se passe chez nous. Et à ce titre, tout ce qui se déroule là-bas, tout ce qui se passe à chaque respiration, elle nous arrive jusqu'ici. Donc nous sommes concernés à fond, et je voudrais même qu'on aille au-delà, être concernés par la production des idées qui pourront permettre cette fameuse Seconde République, parce que nous sommes, je crois, dans le meilleur pays pour ce faire. Nous avons beaucoup de choses à apprendre du Québec, mais il y a un prérequis. Il faudrait d'abord qu'on définisse quelles sont nos aspirations. Et c'est une fois qu'on aura défini nos aspirations qu'on pourra sélectionner les apports externes qui peuvent y contribuer. C'est-à-dire qu'il faut rompre avec ce processus de, comment dirais-je, d'imitation, d'importation de modèles extérieurs. C'est des modèles qui ont été vécus en tant que temps social par ceux qui les ont créés et qu'on nous impose en tant que temps objectif, sous forme de modèles. Mais nous devons produire nos propres idées à partir de nos propres contradictions et non pas à partir de celles des autres. Et une fois qu'on aura défini ce désirable, à ce moment-là, on sélectionne les apports qui peuvent contribuer et on élimine ceux qui, au contraire, peuvent lui nuire. Aujourd'hui, on nous a parlé tellement bassiné pendant 60 ans avec la main étrangère, et on se rend compte que c'est eux-mêmes la main étrangère. C'est eux qui vont chercher des multinationales pour nous pondre une loi sur nos hydrocarbures. C'est eux qui vont aller voir Poutine pour demander son soutien. C'est eux qui sont en train de procéder à une transition actuelle qui
qu'ils ne disent pas, mais pour que leur prochain président n'ait pas de problème. Ils vont faire le sale boulot d'ici le mois de décembre pour lui laisser les trucs, les mains libres. Nous ne devons pas, on en parlera, mais nous ne devons pas être concernés par ce qu'ils font, mais être concernés par ce que nous voulons. Et donc, au lieu d'essayer de répondre à X ou Y, au contraire, il faut aller au-delà, définir cette fameuse deuxième république. Si je considère que la transition, c'est aller de A vers B, si A, c'est la situation actuelle, et B, c'est ce dont on rêve, il faut définir le B. Parce qu'à ce moment-là, la transition, qui est là, qui fait quoi, on s'en fout. Parce qu'il n'a pas d'autre choix que d'aller vers B. Aujourd'hui, en l'absence de B, le Hirak semble un peu patiner et les autres prennent l'initiative. Alors j'espère qu'on aura l'occasion de parler de ça. Merci infiniment, merci infiniment. Oui, moi personnellement, mais avant de vous répondre à cette question, j'aimerais bien situer le Hirak exactement. Moi, en tant que juriste, je le situe comme c'est la conquête du peuple algérien à son droit à l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination, il a deux axes en fait. L'axe externe, que nos parents ils ont réussi à le réaliser en 62 vis-à-vis de la législation, mais malheureusement en 62 le peuple n'a pas réalisé l'aspect interne, c'est-à-dire la souveraineté du peuple de choisir son système politique, son système économique. Donc en conséquence, les luttes du peuple pour conquérir leur droit à l'autodétermination, les batailles décisives, on a un exemple, soit la guerre d'Algérie ou même la lutte du peuple sud-africain contre le régime d'apartheid, ça a été aussi au niveau international. Ça a été une bataille décisive. Moi, je me réfère, par exemple, pour le cas de notre guerre de libération nationale, l'historien américain, disons, on dit que c'est le spécialiste américain de la guerre d'Algérie, Matthew Connolly, dans son livre L'arme secrète du FLN, comment le général de Gaulle a perdu la guerre d'Algérie. Il détermine sur la base des archives du département d'État américain et de la CIA. Okay. C'est grâce à la diplomatie, d'ailleurs il le nomme déjà une révolution diplomatique qui a été menée par le FLN sur la base d'un rapport qui a été établi par Aït Ahmed en 1948, qui a été adopté par le comité central du PPA. Et c'était cette base-là que le FLN a mené une bataille. Cette bataille au niveau international, c'est vrai qu'elle a été menée par certains dirigeants du FLN, mais c'est aussi grâce à l'appui de la diaspora, même si c'était à cette époque, la diaspora algérienne était beaucoup plus nombreuse en France que par rapport à... mais je me réfère aussi à un livre que je le trouve magnifique, c'est qui a le titre « Les négociations secrètes avec Mandela ». C'est un livre qui est rédigé par l'ancien directeur des renseignements sud-africains du régime apartheid. Et là, il établit en fait les deux éléments qui ont poussé justement le régime d'apartheid à déclencher un processus de négociation avec Mandela pour justement le changement du régime, etc. Il y avait deux aspects. Le premier aspect, c'était ça devenait une impossibilité de gérer le pays, l'Afrique du Sud, à cause que l'ANC a réussi avec la campagne de désobéissance civile menée pendant des années. Mais aussi, d'après Neil Barnard, le chef de l'espionnage, c'était la réussite de l'ANC de faire isoler le régime d'apartheid sur la scène internationale. Donc ce sont deux éléments essentiels. D'ailleurs, ça a été au début, c'était le FLN algérien qui a mené cette bataille diplomatique qui est décisive pour la libération de l'Algérie.
Et Mandela et l'ANC, ils se sont inspirés justement du combat de nos parents. Et je pense que c'est dans son cadre, la diaspora algérienne, elle doit même se libérer de ce complexe que les régimes autoritaires ont créé sur la question de l'ingérence étrangère. Parce qu'en matière des droits de l'homme, en matière des droits de la personne humaine, ce ne sont pas des affaires de compétences essentielles d'un État, selon la formulation qui a été dictée par le paragraphe 7 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies. Et on peut discuter sur les autres dispositions qui déterminent que la protection internationale des droits humains fait partie aussi de la responsabilité de la communauté internationale, à la fois par la Charte des Nations Unies, mais c'est aussi par la jurisprudence de la Cour internationale de justice. Donc, le rôle de la diaspora d'accompagner le combat libérateur du peuple algérien, on peut le nommer le Hirak, la révolution algérienne, la révolution du sourire, etc. Mais c'est un combat de libération aussi, mené par le peuple. Elle a une obligation, elle a même une obligation importante, justement, de mener cette bataille au niveau international, que je le considère personnellement comme une bataille décisive pour la reconquête de notre droit à l'autodétermination. M. Haouch, il a mentionné tout à l'heure, sur que le régime algérien fait tout son possible pour avoir l'appui des puissances étrangères. Non seulement ce qui a été diffusé, la rencontre entre Ben Saleh et le président Poutine, mais j'en suis sûr et certain qu'ils sont en train de faire marcher des lobbies un peu dans les capitaux internationaux et même des tractations secrètes, dont entre autres, par exemple, le projet de loi sur les îles Arabes, c'est des formes de concession à des grandes compagnies étrangères qui ont une influence dans la prise de décision dans certains pays. Justement, vous facilitez la transition et vous m'amenez très simplement à ma deuxième question. Donc, dès que la situation de l'Algérie est mise sur la table, ou elle est évoquée à l'international, on se retrouve avec le mot l'ingérence qui revient toujours. Dès qu'on parle d'internationaliser la cause, on parle d'ingérence. Alors, moi, ce que j'aimerais que vous nous disiez tous les deux, c'est en fait, dans le fond, c'est quoi la différence entre internationalisation versus l'ingérence? C'est quoi la différence? Puis c'est quoi les limites de l'une et de l'autre? Très souvent, on a le mot internationalisation, puis on l'a évoqué, là vous l'avez tous les deux évoqué, mais on le sait, dès qu'on parle d'internationalisation, l'ingérence vient sur la table. Qu'on le veuille ou non, elle est là, elle se met sur la table. Alors, ce que j'aimerais écouter de votre part à vous deux en tant qu'experts, c'est quoi la différence entre ces deux-là? Et c'est quoi les limites surtout de l'une et de l'autre? Non, je vais rappeler encore que la base juridique, moi je suis une formation de juriste, donc la base juridique le terme, d'ailleurs on n'utilise pas le terme ingérence, ça s'appuie peut-être les médias ou certains gouvernements, mais dans la charte, dans le droit international, on utilise beaucoup plus la non-intervention dans les affaires essentielles. Le paragraphe, et ça c'est très important, il faut sous-titrer essentiellement de compétences nationales, parce qu'il y a des affaires qui ne sont pas... Juste s'il vous plaît. Il y a des compétences qui ne sont pas essentiellement du ressort des gouvernements, comme j'ai parlé, sur la question de la protection internationale des droits de l'homme. Dans la Charte des Nations Unies, l'article 55C et l'article, je peux vous le lire si vous voulez, il est clair que les États membres des Nations Unies ont une obligation de promouvoir et de protéger sur le plan universel les droits de l'homme et les libertés fondamentales. La Cour internationale de justice, dans un arrêt
rendue en 1970 dans l'affaire Barcelone Attraction. C'était une affaire qui a été histée entre la Belgique et l'Espagne. Elle était claire. Elle a reconnu que les principes des droits de l'homme, ce sont des normes impératives en droit international, du Jusque Gens, et que ça crée ce qu'on appelle des obligations erga omnes, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de tous les États de justement de travailler pour promouvoir la question de protection des droits de l'homme. Le comité des droits de l'homme, dans une observation numéro 31, il était clair que tous les États partis à un texte, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ont une obligation justement, non seulement dans leur propre pays, ils ont une obligation juridique de promouvoir les droits de l'homme dans leur propre pays, mais aussi de promouvoir les droits de l'homme dans d'autres pays. La question, est-ce que c'est de l'ingérence ou de la... Non. Sur le plan juridique, non. C'est-à-dire les pays, ils ont le droit, ils ont l'obligation, ils ont le droit, mais ils ont aussi l'obligation de dialoguer avec l'autre partenaire, parce qu'ils sont tous des signataires des traités au niveau international. Alors, ils ont des méthodes de dialoguer entre eux sur la meilleure manière de promouvoir, de respecter les droits de l'homme. L'article que j'ai soulevé sur la question de non-intervention, il exclut la non-intervention en matière, la question qui est un peu problématique, c'est la question du Conseil de sécurité quand il agisse en vertu du chapitre 7, c'est-à-dire les mesures coercitives. Si le Conseil de sécurité rend une résolution sur la base du chapitre 7, parce qu'il est chargé légalement de protéger la paix et la sécurité internationale, et c'est à lui, même si c'est un organe politique, mais c'est à lui de décider quelle est la situation qui peut toucher à la paix et la sécurité internationale. S'ils prennent des mesures en vertu du chapitre 7, il est très difficile légalement de dire que ce sont des ingérences ou une intervention dans les affaires intérieures d'un pays. Et la question qui est plus importante, peut-être, qui préoccupe y compris les militants des droits de l'homme, peut-être qu'il y a le risque de l'instrumentalisation de la protection des droits de l'homme pour d'autres agendas. Ma réponse, elle est claire. C'est aux États de respecter. À partir du moment où on respecte les droits de l'homme, aucun autre État ne peut instrumentaliser la protection des droits de l'homme pour ingérer, disons, pour d'autres motifs. Et donc la communauté ou la diaspora, si elle jouait un rôle sur le plan politique dans leur pays, par exemple ici au Canada, si les revendiquent ou l'incitent leurs dirigeants, parce que la communauté algérienne ou la diaspora algérienne, c'est aussi des binationaux. Ce sont aussi des citoyens canadiens. Ils ont le droit d'interpeller leurs chefs politiques sur une situation en matière des droits humains. Ce n'est pas comme je l'ai dit, ce n'est pas de l'ingérence. C'est une obligation d'un État de dialoguer, d'ouvrir des dialogues, de ne pas commercialiser, c'est-à-dire qu'on peut les qualifier comme des sanctions. Il y a des États qui sanctionnent sur le plan commercial avec un État sur la base de non-respect des droits de l'homme. Et la Cour internationale de justice, dans une affaire, le Nicaragua contre les États-Unis, à l'époque de l'administration Reagan, elle a armé une guérilla qui s'appelait les Contras, qu'ils ont miné les ports au Nicaragua, à Managua, etc. Et donc le Nicaragua a porté l'affaire devant la Cour internationale de justice. Effectivement, la Cour internationale de justice a rendu une décision où a statué que c'est une agression des États-Unis contre le Nicaragua, en armant des rebelles, en les entraînant, en les finançant, mais aussi la question de faire des mines sur les ports, sur les eaux territoriales du Nicaragua. Mais sur la question de sanctions économiques, à partir du moment où il n'y a pas des accords commerciaux qui obligent les deux États
faire du commerce. Les États-Unis n'est pas constitué, s'ils refusent de commercialiser ou de boycotter les produits de Nicaragua ou d'empêcher ces compagnies de faire du commerce au Nicaragua, la Cour a été claire, ne constitue pas une forme d'intervention dans les affaires internes. Donc, intervenir ou dénoncer ou faire des sanctions, disons, dans le cadre légal, je ne parle pas des agressions, je ne parle pas de l'utilisation des forces armées contre un État, ça rentre dans un cadre de la protection internationale des droits de l'homme, et ce n'est pas, en vertu du droit international, ce n'est pas de l'ingérence. En plus que l'Algérie a ratifié, en ratifiant à la fois la Charte des Nations Unies, mais en ratifiant les différents traités et conventions internationales relatives aux droits de l'homme, elle a accepté volontairement que des organes, par exemple des Nations Unies, comme le Comité des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme, le Comité contre la torture, d'autres instruments, mais aussi les autres États, à critiquer, à discuter sur sa manière de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. La même chose, les accords d'association qui ont été établis, signés entre l'Algérie et l'Union européenne. Si je me rappelle, il y a l'article 2 de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie, justement prévoit que dans ce cadre, il faut promouvoir les principes démocratiques et les droits de l'homme. Donc l'Algérie, en ratifiant, et la ratification en droit, c'est non seulement la signature, mais c'est d'incorporer ce texte dans le droit interne. Donc il devient juridiquement, fait partie du corpus juridique interne. Donc, que l'Union européenne, par exemple, un député de l'Union européenne critique ou exprime ses inquiétudes en matière des droits de l'homme, ça rentre dans le cadre de dialogue qui est prévu dans les accords d'association entre l'Union européenne et l'Algérie, et que l'Algérie a accepté de façon volontaire. Elle n'a pas été obligée, elle a accepté volontaire de se soumettre des critiques de la communauté internationale. Merci beaucoup. Merci. Tout État qui fait partie de la communauté internationale fait face à deux dimensions de son existence. La première, c'est sa fragilité interne. Et la seconde, c'est sa vulnérabilité externe. Et c'est encore plus vrai dans le cas de pays comme les nôtres. Alors, par sa vulnérabilité externe, il est exposé, c'est l'internationalisation. Par sa fragilité interne, ce sont ses propres équilibres internes qui ne permettent pas de faire n'importe quoi. Il y a des principes de droit qui sont dits universels. J'ai par exemple en tête les fameux, si vous pouvez nous dire un mot là-dessus, les fameux droits de l'homme négatifs. Le droit de ne pas être emprisonné pour ses opinions, le droit de ne pas être torturé, le droit de ne pas disparaître, et ainsi de suite. Malheureusement, ce sont encore des droits pour lesquels on continue de lutter aujourd'hui, puisque dans les rues d'Alger, vous pouvez être ramassé à n'importe quel moment pour n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que, du point de vue du droit, porter atteinte au moral de l'armée? C'est un peu farfelu. Et le gouvernement algérien utilise les termes, enfin le système, pas seulement le gouvernement, il manipule toutes ces notions que la personne lambda ne connaît pas nécessairement, pour tantôt à son profit, tantôt contre l'opposition, contre l'adversaire. Le point de vue, le rôle de la diaspora, il est dans les deux dimensions. La diaspora doit contribuer à renforcer tous les éléments qui réduisent la vulnérabilité, la fragilité interne. Et en même temps, faire tout ce qui est nécessaire
pour réduire au possible la vulnérabilité externe. Et aujourd'hui, effectivement, il y aurait un travail au niveau international à faire, mais comment le qualifier de diplomatique? Est-ce qu'il doit se limiter seulement au niveau des droits de l'homme? Ça reste à débattre. C'est à vous, vous êtes concernés, c'est à vous de définir jusqu'où aller, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut faire des pressions sur le gouvernement ici, agir par des articles, etc., etc. Au niveau de la fragilité interne, et c'est celle-là qui, moi, m'intéresse le plus, en tant que personne qui a été formée en sciences politiques, puis ensuite a été désenchantée en quelque sorte par la science politique, parce qu'elle ne donne pas les instruments qu'il faut. Il faut qu'on aide le Hirak à sortir de cette sorte d'impasse, qui est en vérité une fausse impasse. Parce que, comme disait le poète espagnol Antonio Machado, il disait « Caminante no hay camino ». Le camino, c'est hacia l'andar. Il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en cheminant. Et ce que les Algériens sont en train de faire, effectivement, il n'y a pas un livre qui va leur dire quoi faire, donner les recettes. Ils sont en train de le faire au jour le jour, avec les contradictions, avec les réponses, etc. Et ce qui ne veut pas dire que le Hirak n'a pas fait d'erreur depuis le début. En donnant à Gaïd Salah et à l'état-major le rôle d'interlocuteur, pour moi, ça a été une erreur. Il aurait fallu les isoler complètement et penser à la Deuxième République. Parce que, en s'adressant à eux, tout de suite, vous rentrez dans le jeu de Hamida. Vous êtes dans l'arène Hamida. Et dans l'arène Hamida, ils connaissent très bien les règles du jeu. La preuve, ils ont promis au départ une commission des élections indépendante. Puis après, c'est devenu un panel qu'ils ont formé avec leur propre personne. Puis le panel a pondu la commission. Et la commission, son président, c'est un ancien ministre. Et elle a 50 membres. Elle a un comité à l'intérieur de 8 membres, un président, 2 vice-présidents et je ne sais quoi d'autre. Alors qu'ici, vous avez vécu il y a 4 jours de cela une élection. C'est tout simplement un directeur général des élections qui administre la loi électorale. Il a son propre budget, il n'a aucun lien avec le moindre parti politique. Il gère son propre personnel qu'il paye à partir de son budget. Ce personnel, ça peut être vous et moi, c'est un employé. Alors pourquoi les s'enfarger dans ces histoires de commissions et de trucs? C'est parce qu'ils veulent garder le contrôle sur tous les aspects du système politique. C'est un peu ce que j'appelle l'État qui prétend l'État sait tout, l'État fait tout. Il y a une troisième qui m'échappe, mais qui va me revenir. L'État fait tout. Donc l'État c'est tout, l'État fait tout, et l'État... c'est un État totalitaire, outrancier, qui ne laisse aucune... Donc, l'ingérence, c'est tout simplement un terme politique qu'ils utilisent pour empêcher les gens de s'exprimer, pour faire peur, pour toujours... en tout cas, je pense que dans leur réflexion, je le vois plus dans ce sens-là que dans un sens purement juridique. La Constitution, pour moi, la Constitution, c'est une constipation. C'est pas une Constitution. La présidentielle, c'est une résidentielle. Je vais vous dire une petite anecdote. Vous pouvez, en Algérie, venir aux affaires, devenir président de la République, diriger autant de temps que vous voulez, en autant que vous n'adoptiez pas
votre propre constitution. Vous me dites quoi? C'est 65 jusqu'à 78. Comment il s'appelle? Chadli, de 79 jusqu'à 81. 89. Non, 92. Janvier 92. La Constitution, 89. et ainsi de suite. Mais dès qu'ils adoptent leur Constitution, il ne lui dure pas 2 ans. Boumdiene, Bembla, 63, 65, out. Boumdiene, 76, 78, il décède. Comment il s'appelle? Chadli, 89, 91, il est débarqué. Zerouel, 96, 98, il est débarqué. Et Bouteflika, il a adopté sa véritable constitution en 2017. Plusieurs amendements. Les amendements, mais celle-là fondamentale, la dernière. 2016. Lui, il a duré peut-être un peu plus. En 2019, il est parti. Donc, et c'est pas normal, parce qu'une constitution, c'est un texte fondamental dont le rôle essentiel et principal, c'est de médier le conflit. C'est quand on a un gros problème dans le pays qu'on appelle la Constitution pour les 9 sages de la Cour suprême, c'est eux qui tranchent sur quand il y a un gros conflit. Ici, la question de la langue, etc. On a des exemples. Et donc, on ne triture pas une constitution comme on veut. Chez nous, la constitution, elle ne sert qu'à geler un rapport de force. Et elle dure le temps que dure ce rapport de force. Dès qu'il y a une autre équipe qui vient, hop, on change. Et on adopte sa propre constitution. Et toujours à la fin, plutôt qu'au début. Il faut rompre avec tout ça. Tout ça, c'est du bricolage. Ça augmente la fameuse vulnérabilité interne.